Bonsoir tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour parler donc du système nerveux et de tout ce que ce système nerveux nous cache en fait. C'est lui qui régule nos comportements, c'est lui qui est le chef d'orchestre de notre vie. C'est la raison pour laquelle donc on a voulu faire cette masterclass avec Ingrid, qui est devenue experte du fonctionnement du système nerveux. Donc l'objectif, c'est d'apprendre ces langages pour pouvoir justement ajuster, le réguler et ainsi mieux comprendre nos comportements. Parce que notre confiance en nous, notre créativité, notre connexion à l'autre, notre capacité à nous concentrer, tout cela, c'est régulé, enfin, c'est dicté par le système nerveux. Donc, c'est l'ensemble de notre vie, en fait, de nos réactions, de nos automatismes. C'est régulé par le système nerveux. Nous allons vous expliquer les différents états du système nerveux et surtout, on vient vous apporter aussi des clés de solutions quand on est en surstress ou quand on a des automatismes que l'on n'arrive pas à gérer. Alors, donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Sybille. Beaucoup de gens présents aujourd'hui me connaissent. Donc, j'étais avocat dans une autre vie, dans des cabinets internationaux où j'ai beaucoup travaillé. Et donc, je suis arrivée jusqu'à un épuisement, un burn-out. Donc, j'ai beaucoup appris de cette expérience. Et ça m'a ouvert les voies du bien-être. Donc, j'ai commencé avec l'alimentation. Donc, déjà, ça a amené une nouvelle vitalité dans mon corps. Et ensuite, donc, il y a à peu près 6 ans, j'ai découvert le Theta Healing qui a amené de la transformation profonde dans mon quotidien. Donc, rapidement, après que je me suis formée, j'ai eu plusieurs changements et voire des guérisons assez miraculeuses. Et donc, c'est ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui, car je consacre ma vie donc au Theta Healing. J'aide les gens avec des séances individuelles et aussi avec des formations en Theta Healing que je fais depuis 3 ans. Donc vraiment très rapidement, en 2 mots, le Theta Healing, c'est une méthode qui nous permet d'aller dans les ondes Theta. Et une fois qu'on est dans les ondes Theta, on peut accéder au subconscient pour le reprogrammer. Donc quand je dis reprogrammer, on libère des croyances négatives, des croyances qui nous limitent, et on apprend des nouvelles croyances positives. Bon, on peut faire plein d'autres choses avec le Theta Healing, mais en 2 mots, c'est cela. OK. Cette masterclass, bon, on va la faire en commun avec Ingrid, qui est coach de vie, qui utilise plusieurs méthodes donc, pour accompagner les gens. Elle s'est aussi formée en TT Healing ensemble. Elle est devenue experte du fonctionnement du système nerveux. Alors, je laisse maintenant Ingrid se présenter. Merci beaucoup, Sybille. Bonjour à tous. Enchantée pour la plupart que je ne connais pas. Sybille a bien résumé ça. Je me suis formée avec elle en 2022 au Theta Healing. Avant, j'avais une activité de freelance. Je faisais de la rédaction de contenu et de la gestion de contenu, beaucoup dans le bien-être. Et encore avant cela, j'ai fait des études de droit. Donc, ça nous fait un autre point commun avec Sybille. Et donc, je me suis formée au Theta Healing en 2022 et ça a développé mes sens intuitifs de manière incroyable. Et ça m'a vraiment redonné envie, enfin reconnecté avec cette envie d'accompagner les gens. Et à la suite de ça, je me suis formée au coaching de vie et j'ai fondé le Cocon Coaching, donc qui est mon activité, le nom de mon activité en tous les cas, l'année dernière. Donc j'ai vraiment à cœur avec le Cocon d'accompagner ceux qu'ils souhaitent à s'épanouir dans leur vie professionnelle et personnelle. Et mes sujets de prédilection, c'est vraiment la confiance en soi et la régulation du système nerveux parce que je suis assez convaincue que c'est la base pour déployer ses ailes. Donc voilà pourquoi je suis ici et on va du coup mélanger nos expertises avec Sybille aujourd'hui et je propose alors très rapidement des accompagnements sous forme de séances individuelles uniques ou un suivi sur plusieurs mois et là je lance un format un peu différent qui est un programme digital d'auto-coaching vraiment spécialisé sur le système nerveux. Voilà. Donc, plein de façons différentes de partager du contenu là-dessus. Merci en tous les cas, Sybille, et j'ai trop hâte de partager cette masterclass avec vous tous. Génial. Merci Ingrid. Alors, j'ai juste oublié de vous préciser, comme on est nombreux et on se voit en tout petit, vous pouvez changer l'affichage sur Zoom. Donc, vous avez affichage en haut à droite sur votre écran.
OK? Et là, vous pouvez cliquer sur le mode, en français, je crois que c'était présentateur. Comme ça, vous voyez le présentateur en grand. Moi, j'ai speaker, donc je pense que c'était présentateur en français. Donc, vous cliquez là-dessus et comme ça, vous pouvez voir la personne qui parle en grand au lieu de voir en tout, tout petit. D'accord? Donc, j'espère que vous allez vous débrouiller avec ça. OK, très bien. Et donc, juste pour vous expliquer comment ça va être organisé, cette masterclass d'aujourd'hui. Donc, avec Ingrid, d'abord, on va vous présenter les différents états du système nerveux pour apprendre en fait à reconnaître certains automatismes quand le système nerveux il est challengé et qu'il nous met dans une situation donc de stress, de survie, etc. OK. Ensuite, Ingrid vous expliquera comment on peut agir avec des solutions simples, avec des astuces pour réguler le système nerveux. OK. Et en troisième, je vous parlerai en fait comment le theta healing peut venir agir à la source, donc aux croyances racines qui, elles, peuvent créer donc des blessures qui ensuite viennent donc charger le système nerveux avec du stress et des tensions. Tout à la fin, on va se faire des tests musculaires donc d'un ensemble de croyances qui peuvent être donc à l'origine de situations traumatisantes enfin, ou blessantes, etc. Donc, on fera ces tests musculaires. Et ensuite, on viendra, donc on finira la masterclass avec une méditation pour libérer ces croyances limitantes et pour venir apprendre des nouvelles croyances. Ça va durer à peu près 15-20 minutes. On verra comment on va se débrouiller avec le timing d'ici là. OK? Très bien. Alors, je vais commencer avec une explication des trois systèmes, enfin des trois états du système nerveux. Donc, les recherches scientifiques ont découvert qu'il y a grosso modo trois états du système nerveux. Donc, c'est le seul moment où on va utiliser des termes, trois termes scientifiques. Donc, le système nerveux, donc, il commence par ce que l'on appelle l'état ventral. OK. Donc, l'état ventral qui est un état d'ouverture. Un état où c'est facile de nous connecter aux autres, de nous connecter même à nous. C'est un état où, si on a besoin d'aide, c'est facile d'appeler à l'aide. Donc, c'est l'état qui doit prédominer, en fait. C'est l'état où on se sent bien dans notre peau, on est régulé. OK. L'état, donc, ventral. Ensuite, nous avons l'état sympathique, qui est un état de mobilisation. Donc, en fait, dans sa fonction quotidienne, il nous apporte de l'énergie, mais qui, quand il est en mode survie, donc il active les voies d'attaque et de fuite, comme on dit en anglais, fight or flight. Et ça, c'est donc l'état sympathique. Et ensuite, on a un troisième état qui s'appelle l'état dorsal. Et c'est un état où notre énergie est immobile. Donc, en fait, dans le rôle quotidien, il nous apporte, il régule la digestion, mais quand il est en mode survie, ce qu'il fait, c'est que c'est un système d'arrêt. On est immobilisé. On n'a pas d'énergie, on est immobilisé. Ok, donc, c'est ça les trois états. Et donc, l'objectif, c'est d'apprendre à les reconnaître pour pouvoir les réguler et pour aller le plus possible donc dans l'état ventral, sachant que donc on a besoin des trois états. Donc, mais on veut éviter le mode survie de chacun de ces états. Donc, le premier état, pour essayer de le reconnaître, l'état ventral, c'est un état dans lequel notre respiration elle est normale, enfin, elle est ample, notre rythme cardiaque il est régulé. C'est un état de bien-être. Bon, c'est pas que tout est merveilleux dans cet état, c'est juste que c'est facile de se comprendre et de se connecter aux autres, donc de demander de l'aide quand on a besoin, etc. D'accord? Ensuite, l'état sympathique, lui, c'est un état où le rythme cardiaque, il est accéléré. Ok. La respiration devient courte et c'est souvent un état de stress. Donc, ça peut être l'état de stress chronique quand il y a donc les émotions négatives de la peur, de la colère. Donc, il y a de l'agitation et on ressent le besoin de se protéger dans cet état. Donc, c'est un état qui est nécessaire par moment, mais ce n'est pas bien de l'avoir trop longtemps, enfin trop souvent, trop fréquemment. Et donc, en troisième, on a l'état dorsal où on a l'impression de ne pas avoir de ressources.
on est comme vidé. Donc, on est dans un système d'arrêt. Donc, peut se sentir un peu impuissant, fatigué. Donc, c'est l'état de l'immobilité. Hein. C'est ça sa première caractéristique. Donc, je pense qu'on en finira là avec les termes scientifiques. OK. Hein, c'est Ingrid vous parlera avec les langages du stress, avec des mots plus simples, hein, qui viendront s'enregistrer donc, hein, pour comprendre comment dans ces trois états on réagit et comment on peut venir ajuster ces trois états. OK, donc je te laisse Ingrid expliquer cela avec des termes plus simples. Oui, merci beaucoup. C'était très bien expliqué ces 3 états. En fait, je voulais juste vous faire un tout petit rappel, c'est que le stress, ou en tout cas la réaction de stress, c'est une réponse de survie qui est automatique du corps pour nous protéger. Donc on va vraiment se retrouver limité, dans notre vie par la capacité qu'a notre système nerveux à se réguler, donc c'est-à-dire à s'adapter en fait et à passer entre ces différents états que vous a décrits Sibylle. Et j'aime beaucoup cette métaphore. Avancer sans vraiment comprendre son système nerveux, c'est comme conduire une voiture sans savoir utiliser le frein ou l'accélérateur. Et là, vous allez voir le lien avec les différents langages du stress par la suite. Donc les langages du stress, en fait, ça se base sur les états que vous a expliqué Sibylle et sur, toutes les théories scientifiques. C'est vraiment la façon de réagir et d'exprimer son stress. Et donc pour reprendre la métaphore justement de la voiture, il y a 4 langages du stress principaux et il y en a 3 qui sont des réactions, d'accélération, donc l'accélérateur, qui sont le combat, la fuite et l'oubli de soi et une réaction qui est une réaction de frein qui va être l'immobilisme. Donc le premier langage du stress va être le combat. Et donc pour chaque langage du stress, je vais vous expliquer la réaction et aussi la façon d'exprimer la communication qu'on a quand on a ce langage. Donc pour le combat, en fait, quand on a cette réaction-là, il y a l'énergie qui est vraiment mobilisée, c'est une énergie de mouvement pour combattre. On est beaucoup dans l'action, il y a une forme un peu d'explosion, on peut avoir envie de se confronter aux autres, pas mal d'agressivité ou de colère et ça se caractérise aussi par un besoin de contrôler. Et typiquement, ça va être quelqu'un qui va dire ou qui va avoir envie de dire et qui va penser: «J'ai raison, tu as tort» ou qui va vraiment ressentir le besoin de prouver qu'il a raison. Donc, en termes de communication, il va y avoir un ton, qui peut devenir agressif, un tempérament très réactif, quelqu'un qui interrompt beaucoup les autres, un manque d'écoute, quelqu'un qui parle de plus en plus fort. Et ce qu'une personne peut ressentir, en fait, quand on est en face de cette réaction-là, quand on est face à quelqu'un qui a ce langage du stress-là, on peut se dire: «Ah mince, mais j'arrive pas à en placer un mot, avec lui, c'est pas possible» ou avec elle évidemment. «Il parle tout seul, il m'écoute pas». Donc voilà, ça c'est typique. Donc ça, c'est le premier langage du stress. Le second, ça va être la fuite. La fuite, dans ce cas-là, en fait, c'est encore, ça fait partie de l'accélérateur, c'est l'énergie qui est mobilisée pour fuir, pour éviter, pour partir et se cacher. Souvent, quand on a ce langage-là, on va avoir beaucoup de tensions physiques, on peut être envahi par des sentiments de panique, beaucoup d'anxiété, des sentiments d'oppression aussi et ça va être, des moments où des gens qui vont avoir, un peu se réfugier dans le workaholisme, donc qui vont faire des choses en excès pour fuir, en fait, la réalité. Donc fuir dans les pensées, fuir dans le travail, ça peut être aussi avec le développement personnel, lire plein de bouquins, mais pas vraiment, mettre les choses en action et les intégrer. Typiquement, ça va être quelqu'un qui va dire ou qui va penser: «Et si on parlait d'autre chose? J'ai pas envie de gérer ça maintenant, j'ai pas le temps». Donc en termes de communication, c'est quelqu'un qui va éviter la discussion, qui va souvent être sur la défensive, qui va vouloir changer de sujet, reporter les problèmes et aussi qui peut avoir donc voilà, éviter la discussion et peut avoir tendance à la ruminer en fait beaucoup une fois qu'elle est finie. Et donc quand on est face à ce type de réaction de stress, on peut se dire: «Mais cette personne, elle évite le conflit, elle me sort tout un tas d'excuses, j'ai presque l'impression qu'elle m'oblige à me sentir mal pour elle avec toutes ces excuses et on résout pas le problème, en fait». Après, le troisième langage du stress, ça va être l'oubli de soi.
La réaction, c'est l'énergie c'est assez proche de la fuite, mais ça donne des comportements un peu différents. C'est cette fois, l'énergie, elle est mobilisée pour faire plaisir à l'autre, pour éviter cette situation stressante. Donc ça va être quelqu'un qui va beaucoup s'excuser, qui inconsciemment, c'est possible que ce soit inconscient, a peur de dire ce qu'il pense vraiment, cherche à éviter un sentiment de honte, a du mal à être seul. C'est des gens qui peuvent avoir tendance à de la codépendance affective, peut avoir du mal du coup à poser des limites saines. C'est quelqu'un qui va dire, «Oui bien sûr, je suis désolé», sans même vraiment se demander s'il en a envie ou si c'est de sa faute. Donc typiquement s'excuse beaucoup, et quelqu'un qui se dit: «Oh mais moi je veux juste que tout le monde soit content». Moi typiquement c'est mon langage, dominant, donc il y a pas de il y a pas de honte justement. Et en termes de communication, ça peut se traduire par un manque d'assertivité, une difficulté à s'exprimer pour défendre, ses opinions, ses droits, une peur de dire ce qu'on pense. Donc comme je vous disais, le fait de ne pas poser de limites, on peut négocier avec soi-même, sans s'en rendre compte en fait, donc en faisant passer les besoins des autres avant. Voilà, on écoute tout le monde au détriment de sa propre expression. Et quand on est face à ce type de personne, enfin, à une personne qui a cette réaction de stress, on peut se dire: «Ah bah, ça c'est la énième fois que j'entends: "Oui, oui, tu as raison", mais en fait, il y a rien qui change» ou «J'ai l'impression que cette personne est attentive, qu'elle m'écoute, mais en fait, elle entend pas vraiment ce que je lui dis, il y a rien voilà, il y a rien qui change». Et le quatrième langage du stress qui celui-là fait partie du frein si on reprend la métaphore de la voiture. La réaction, c'est l'immobilité, pardon, si je vous le dis pas. Et la réaction, ça va être, plutôt une réaction de paralysie, de dissociation de ses émotions, de ses sensations pour ne pas sentir. Encore une fois, tout ça, c'est des réactions qui sont automatiques, hein. Donc et souvent, si on n'est pas très connecté à ces sensations, on peut aussi ne pas vraiment s'en rendre compte. Heu, Typiquement, c'est souvent des gros coups de stress aussi ça. On n'arrive plus à parler, c'est quelqu'un qui va se taire, qui veut se retrouver seul, qui a besoin de s'isoler, qui va avoir du mal à prendre des décisions, qui va dire: ou «Je sais pas trop quoi faire», enfin voilà. Et en termes de communication, c'est quelqu'un qui écoute pas, qui répond pas parce qu'en fait, il s'est vraiment dissocié de la conversation. Quelqu'un qui va se sentir, voilà, très coincé, oppressé par cette discussion. Et quand on se retrouve en face de quelqu'un qui a cette réaction de stress-là, on peut se dire: «Mais avec cette personne, j'ai jamais vraiment de réponse», ou ou elle évite un peu en disant: «Oh, j'étais très occupée, j'allais te répondre», et on peut avoir l'impression de faire des efforts tout le temps sans qu'on soit vraiment reconnu, en fait, pour ces efforts parce que la personne réagit pas beaucoup en face. Voilà, donc je sais pas, là, ça va être à vous de jouer et de mettre de la conscience sur votre stress, vos réactions de stress, votre façon de communiquer sous le stress. Donc peut-être que vous avez un de ces langages, quand je vous les ai décrits, où vous vous êtes dit: «Ah bah oui, ça c'est tout à fait moi». Peut-être que c'est beaucoup plus nuancé que ça et que c'est un mix de tout ça. Ça dépend des gens. Peut-être que ça varie, en fait, selon les situations personnelles ou professionnelles, selon le type de personne avec qui vous vous retrouvez. Peu importe, l'idée, c'est un peu de prendre la 2 minutes pour vous demander, pour voilà, pour essayer de mettre de la conscience là-dessus, identifier ce qui se passe pour vous, dans quel type de situation. Et ça, c'est vraiment, une des premières étapes, pour réussir à réguler son stress, c'est de comprendre comment ça marche et de identifier qu'est-ce qui se passe chez soi. Voilà. Et je ne sais pas Sibylle, si tu as la petite slide que j'avais préparée ou pas? Oui, absolument, c'est vrai Comme que ça, si on vous laisse 2 minutes et qu'on vous la remet sous les yeux pour que vous ayez les différents alors, langages. ça, j'ai mis tout mon écran. Là, vous voyez Ah tout. ouais, trop bien. Voilà. Et comme ça, je te laisse après Sibylle, être gardienne du temps, Ouais, absolument. reprendre derrière. Voilà, c'est ça, les OK. Bon, ben je peux reprendre à partir d'ici, c'est bon Ouais. pour toi? OK, donc vous voyez les quatre là, et sur l'écran, je le garde encore quelques secondes, hein, les quatre langages du stress. Donc, l'immobilité, le combat, la fuite, l'oubli de soi. Hein, tout cela, c'est une énumération donc de automatismes, hein. C'est des réactions que nous pouvons avoir, qui sont plus fortes que nous, hein. Ça devient des réflexes. Et donc, l'objectif, c'est d'identifier à travers ces langages, des choses que l'on a besoin de corriger et de comprendre la source. OK, je vais arrêter maintenant
Voilà, le partage d'écran. OK. Donc, l'objectif, c'est donc d'identifier d'où ça vient, en fait, d'où ça provient, ces comportements. Donc, là, nous avons, comment dire, les comportements externes, hein, qui peuvent vous montrer qu'il y a une difficulté, qu'il y a quelque chose à corriger. Et donc, avec le TT Healing, ce que l'on peut faire, hein, c'est d'identifier la source de ces comportements. OK? Donc, la source, elle vient en général de ce qu'on peut appeler trauma, blessure, croyances limitantes. Ok. Donc, en commençant par le plus fort, hein, les traumas, hein, c'est en général des événements donc assez difficiles dans la vie souvent qui viennent dans l'enfance, mais pas que, bien sûr, hein, qui peut s'enregistrer au niveau donc du subconscient et créer un automatisme que le système nerveux ensuite va reproduire. Donc, hein, les traumas, c'est des événements qui peuvent être très, des fois compris ou pas compris. Hein. Hein, je travaillais, enfin, des fois j'en parle lors de mes formations hein, d'un cas qui a été très très dur, hein, sur qui j'ai travaillé en fait une fille qui avait beaucoup de mal à aller dans des relations amoureuses. Parce que pendant son enfance, elle a vu donc ses parents se déchirer avec des engueulades très très dures. Donc toute son enfance, elle a vu ces engueulades. Donc elle a enregistré au niveau de son subconscient bah, que c'est terrible, hein, que le couple c'est terrible, que donc c'est très difficile hein, d'être heureux en famille, etc. Et donc à tel point qu'elle a développé en fait des angoisses terribles dès qu'elle faisait hein, une rencontre amoureuse. Et c'était carrément révélé avec des angoisses. Donc des angoisses, du coup, enfin des vraies angoisses avec des caractéristiques physiques, c'est-à-dire hein, des tremblements, de la transpiration. Et le pire, c'était des vomissements, donc qui pouvaient venir d'un moment à un autre. Donc du coup, il fallait vraiment qu'elle s'enferme chez elle. Hein, elle restait au lit et donc ça l'a bloquée hein, dans ses relations amoureuses parce que donc le subconscient avait enregistré que c'était trop dur. Et donc là, il y a bah, c'est le langage de l'immobilité là, ou la fuite. Hein, c'est la combinaison des deux hein, qui veut dire stop, hein, ne m'approche pas, hein, ce que je vais vivre, c'est terrible. Et donc, on a travaillé avec plusieurs séances, hein, mais on est arrivé à la fin de libérer ses angoisses, hein, alors qu'elle était d'ailleurs suivie depuis une vingtaine d'années hein, par beaucoup de thérapeutes. Hein, et ensemble, on a réussi à libérer ses angoisses. On a libéré tellement d'angoisses, en fait, enfin tellement de croyances pour arriver là. C'était des séances après séances, hein, c'était pas simple pour moi. Hein. Là, quand on est arrivé au fond, quand on a identifié des croyances de style, l'amour, c'est la prison. C'était quand même voilà, très, très marquant. Et d'autre part aussi, que si elle était amoureuse, elle allait perdre la protection de son... Elle n'était plus la fille à papa, hein, parce que son père était le pilier de sa vie. Donc, c'était dans ces deux directions qu'on a trouvé la source, donc des croyances racines qui provoquaient ces angoisses. Bon, là, je parle d'un cas comme ça un peu plus dur, parce que ça peut s'enregistrer ici et c'est facile de se rappeler hein, de la situation. Mais sinon, donc à part les traumas, nous avons ce qu'on appelle les blessures, les blessures avec le langage de Lise Bourbeau que j'aime beaucoup, qui sont le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Donc, je vais très rapidement passer dessus parce qu'on a une masterclass qui est dédiée aux blessures et aux croyances qui sont sous-jacentes. Hein. C'est des exemples de croyances par blessure, mais je vais faire un petit tour pour vous expliquer en fait donc à quel point les blessures hein, peuvent être à l'origine donc de comportements stressants hein, et d'automatismes que l'on a du mal à réguler. Sachant que le mot blessure, même si c'est le bon mot, est un petit peu gênant parce qu'il veut dire que quelque chose cloche en nous, alors que il faut voir les blessures comme des sujets de travail. On a chacun des sujets de travail. Chaque personne a donc des choses à revoir, à travailler, et c'est des leviers d'évolution. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, genre ça va pas parce que j'ai telle ou telle blessure, hein, mais c'est tout simplement comme des sujets de travail, c'est tout. Donc, si je reprends par la blessure du rejet, donc le rejet, ça intervient à un âge très jeune, entre 0 et 1 an en général, si un enfant ne s'est pas senti accueilli, accepté. Et le comportement que ça crée, bah, c'est la fuite, justement.
C'est des gens qui ont un peu du mal à être en groupe, où ils sont dans leur zone de confort quand ils sont dans des petits groupes. Dès qu'ils doivent, je sais pas, développer une activité, par exemple, être en face à beaucoup de gens, prendre la parole, etc., ça les challenge. Ils vont dans un état de stress et hop, c'est la fuite. Vous voyez comment cette blessure peut engendrer cette réaction justement du système nerveux. Donc, il faut aller à la source. Ensuite, nous avons la blessure de l'injustice qui est très souvent vécue par les mêmes personnes qui ont la blessure du rejet. Parce qu'un enfant rejeté, c'est souvent des parents rigoureux, sévères. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas leurs enfants, c'est juste qu'ils avaient du mal à être expressifs et qu'ils mettaient la barre très haut. Donc, en général, ça se génère entre l'âge de 4 et 6 ans quand l'enfant comprend si la situation est juste ou injuste. Et là, on fait plein d'efforts, en fait, pour tout faire très bien, mais malgré ça, c'est jamais suffisant. Et ça crée donc cette blessure de l'injustice. Et pour ces gens-là, donc c'est des gens qui travaillent beaucoup, donc qui font plein d'efforts. Si leurs efforts ne sont pas reconnus, là, donc s'il y a un manque de reconnaissance, ils peuvent aller dans une énergie de combat. C'est là qu'ils peuvent être en train d'avoir le ton qui n'est pas correct, d'être un peu désagréable. Donc ils sont challengés dans ces moments-là. La difficulté, c'est qu'ils peuvent être challengés aussi s'ils reçoivent un travail qui n'est pas bon. Parce que pour eux, tout doit être parfait. Donc, parce que ce qu'ils veulent d'eux-mêmes, ils le veulent des autres. Donc, ça peut créer des difficultés à ce niveau. Ensuite, nous avons, et donc, oui, donc c'est le combat, vous voyez, qui vient souvent avec l'injustice, le combat. Ensuite, nous avons la blessure de l'abandon. Donc, c'est assez différent, même si je ressens le rejet et l'abandon un peu de manière similaire dans l'espace de la personne quand je me connecte à quelqu'un. Mais c'est assez distinct quand même comme blessure, parce que c'est pour un enfant qui n'a pas reçu de nourriture affective, donc n'a pas reçu de soutien, c'est avec un parent absent, donc, qui n'est pas là pour l'enfant, et ça crée de la dépendance, parce que cet enfant, il a manqué d'attention, et donc du coup, il devient dépendant, et ce qu'il veut, c'est de l'attention. Et ce que ça crée, donc c'est des gens qui prennent beaucoup de place, qui sont de bons acteurs, ils peuvent aussi aller un peu vers l'oubli de soi, parce qu'ils vont toujours faire plaisir à l'autre personne. Donc, parce qu'ils doivent recevoir de l'attention, ils donnent beaucoup d'attention. Donc, ça peut aller dans l'oubli de soi, ça peut aller dans le combat aussi, s'ils n'ont pas l'attention qu'ils méritent. Donc, il peut y avoir bien sûr plusieurs langages de stress par blessure. Et l'abondant, il est souvent couplé avec la trahison, parce que les gens qui sont abandonnés, ils peuvent se sentir trahis, bien. Même si c'est un comportement un peu différent, souvent par un enfant qui a été manipulé, menti. Donc l'enfant, il peut sentir la manipulation, le mensonge aussi. Et là, le comportement, c'est le contrôle. On fait tout pour ne pas être trahi. Et quand le contrôle nous échappe, qu'est-ce qui se passe? On est souvent dans le combat. C'est une blessure avec laquelle le combat est quand même très présent. Et si on n'a pas toute l'attention qu'on mérite, parce que là aussi, avec cette blessure, on recherche beaucoup l'attention, on peut aussi aller dans l'immobilité. Ça peut aller dans un oubli enfin, quand même dans des situations de stress où on est carrément en panique, etc. Après, on a une cinquième blessure qui est la blessure de l'humiliation. Et avec l'humiliation, elle est un peu moins commune, mais très dure quand on l'a. La blessure de l'humiliation, c'est quand l'enfant est privé des plaisirs physiques. Je l'ai beaucoup vu avec des abus, personnellement. Et donc, quand on subit un abus, on est humilié. Et ça provoque des sentiments de honte. L'oubli de soi ici est très caractérisé. On fait tout pour que donc l'autre personne nous aime parce qu'on a zéro valeur de soi. L'immobilité aussi peut être assez caractéristique dans cette blessure. Encore une fois, c'est des catégorisations. Donc l'objectif, c'est de comprendre ces comportements pour identifier donc les blessures et pouvoir ensuite agir là-dessus. OK. Et donc, pour la partie comportement, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour venir donc
amener de la légèreté, hein, du bien-être. Donc, au-delà du travail sur les blessures et aussi sur d'autres croyances qui peuvent venir mettre du stress dans le système nerveux. Donc, je vais laisser Ingrid maintenant parler d'autres solutions, hein, des solutions comportementales qui peuvent alléger le stress qu'elle en met sur le système nerveux. Oui, exactement. Merci. En fait, comme l'a dit Sybille, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire au début, vraiment reconnaître ses propres états du système nerveux, comprendre ses langages du stress, creuser pour identifier les sources et ensuite explorer et trouver ces méthodes pour nous aider à mieux réguler notre système nerveux. Et en fait, dans ça, il y a plein de façons différentes de le faire, ou en tout cas des méthodes qu'on peut utiliser différentes et pas forcément au même moment. Je m'explique. En gros, l'objectif, l'enjeu de mieux se réguler, c'est d'augmenter sa résilience. En fait, on va, ce qu'on appelle développer sa fenêtre de tolérance pour en fait réussir à rapidement retrouver l'état ventral de sécurité dont vous parlez, Sybille, au départ, c'est-à-dire se reconnecter à soi. Et c'est un état aussi où on peut ressentir ce qu'on ressent vraiment. Euh, Ce qui est important de préciser, c'est que cette recherche de résilience, elle va pas faire disparaître les problèmes. En se régulant, par contre, ça va nous rendre capables de mieux traverser ces problèmes, surmonter les difficultés de la vie, en apprendre des choses, les mettre à notre service. On va se rendre plus résistant pour éviter de se sentir submergé. Donc, l'objectif de la régulation n'est vraiment pas de rester tout le temps calme, 100% serein, de se transformer en maître zen. Et ça, c'est très important de le dire. Surtout que le stress c'est pas le stress en lui-même qui a diabolisé. C'est plutôt quelque chose qui nous fait grandir d'ailleurs. Mais il y a une condition, c'est de réussir à revenir dans un état de sécurité et pas rester bloqué en fait dans sa réaction de stress. Et à ce sujet-là, et c'est ça qui va nous faire augmenter donc du coup la résilience, notre résilience. À ce sujet-là, j'ai un exemple très évocateur avec des petits poussins. Alors, je suis désolée s'il y en a qui aiment beaucoup les animaux, ça va pas, les scientifiques n'ont pas été tendres avec eux, mais je vais vous expliquer ça très rapidement. Au moins, comme ça va rentrer plus facilement, je pense, dans vos têtes. Donc, des chercheurs ont pris 3 groupes de poussins. Le premier, ils les ont en fait juste pris dans leurs mains et coincés, ce qui les a un peu stressés, immobilisés. Ils ont une réaction plutôt d'immobilisation. Et puis après, ils les ont reposés et ça leur en fait a laissé l'espace pour reprendre leur processus naturel et décharger le stress, en fait, revenir dans un état de sécurité tout seul. Deuxième groupe de poussins, pareil, ils l'ont pris dans la main ils les ont pris dans la main pour les immobiliser, les stresser. Sauf que quand ils les ont reposés, ils ont continué à les stresser avec juste un stylo en leur touchant le ventre. Mais en fait, ça les a empêchés d'avoir ce système de récupération naturelle qui s'enclenche après. Ils ne sont pas revenus dans leur état de sécurité, leur état ventral. Donc, ils sont restés dans le stress. Donc, il y a une forme de stress chronique qui s'est développée, on peut dire. Et le troisième groupe, c'était juste un groupe témoin. Les petits poussins, ils leur ont rien fait, ils les ont pas stressés, rien du tout. Et là où c'est un peu triste, horriblement triste, c'est que ensuite, pour tester leur résilience face au stress, ils ont mis ces 3 groupes dans un bac d'eau et ils les ont laissés nager jusqu'à l'épuisement. Et pour en fait tester leur résilience. Et ils se sont rendus compte que le premier groupe à se noyer était le groupe 2. C'est le groupe qui avait été stressé dans la main, immobilisé, et après avec le stylo. Donc, il n'y avait jamais eu cette phase de récupération complète naturelle derrière. En fait, leur fenêtre de tolérance, leur capacité à se réguler a rétréci. Donc, du coup, leur capacité à nager longtemps a été réduite, en fait. Parce que quand on est dans un état de stress, ça prend beaucoup d'énergie. Bon, bref, je laisse là les explications. Le deuxième groupe de poussins qui s'est épuisé, c'était les poussins du groupe témoin, ceux à qui il n'est rien arrivé en fait, qui n'ont pas eu de coup de stress, pas de récupération. En fait, leur fenêtre de tolérance, leur capacité à se réguler, elle est restée pareille. Et ceux qui ont tenu le plus longtemps, c'était en fait ceux qui avaient été stressés
mais qui ont eu cette phase de récupération naturelle après, parce que ça leur a permis d'élargir leur fenêtre de tolérance, donc vraiment d'augmenter leur résilience. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous illustrer le fait qu'il faut surtout pas bannir le stress de notre vie, c'est pas ça. Le problème n'est pas le stress, c'est on a des réactions d'adaptation tout le temps, c'est normal. C'est le problème, c'est de rester bloqué, dans des réponses de stress et ne jamais revenir dans des états de sécurité où on se régénère. Et le stress est un formidable outil pour nous apprendre à devenir plus résilients. Hem Et donc à partir de là, en fait, on peut utiliser donc des techniques, évidemment pour revenir en état de sécurité et se libérer du stress. Mais l'idée, ça va pas du tout être, on va pas pouvoir le faire en une seule, grosse fois. Ça va vraiment être de petit à petit, répéter ces moments un peu de stress et récupération pour reconfigurer le cerveau, le système nerveux, le corps et hem et donc c'est comme ça qu'on va réussir à se réguler, augmenter notre fenêtre de tolérance. Donc c'est vraiment un chemin quoi, c'est petit pas par petit pas. Et pour ça, le mieux, c'est vraiment d'alterner, les pratiques. Donc, dans les pratiques, il y a un peu 2 formes, 2 axes. Il y a, ce qui va permettre, le premier axe, c'est vraiment l'importance de développer l'écoute de ses sensations parce que le stress, c'est le langage du stress, c'est le langage du corps, en fait, des sensations, des ressentis, c'est pas le langage des mots. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous dire: «Arrête de stresser» quand vous êtes stressé. Moi, ça n'a jamais marché. En général, ça marche assez peu. Et donc du coup, les pratiques, ça va être des pratiques qui vont aider à se reconnecter à ses ressentis et la première condition, c'est déjà d'avoir conscience de ses ressentis. Donc pour apprendre à ressentir, il y a 2 techniques archi simples. Le check-in, qui est de prendre quelques secondes pour observer, en fait, son expérience du moment. À quoi je pense? Quel est mon état d'esprit? Qu'est-ce que je ressens comme sensation? Quelle est l'émotion? Comment je me tiens? Ma posture? Donc ça, c'est le check-in, voilà, prendre un temps d'observation sur différents plans et un peu plus poussé, c'est un autre anagramme, c'est le stop, pour le S pour s'arrêter, en fait, interrompre ce qu'on est en train de faire et pour, prendre conscience de ce qu'on fait. Le R pour c'est take a breath en anglais, c'est respirer, donc on prend une grande inspiration, une grande expiration pour se recentrer. Après on observe, c'est comme le check-in, en fait. On observe ses pensées, ses émotions, ses sensations corporelles et après ça, le P, c'est pour poursuivre, c'est qu'est-ce que je décide de faire? Là, je ressens mon état, qu'est-ce que je choisis comment est-ce que je choisis d'agir, en fait? Ça, petit à petit, ça va favoriser la gestion émotionnelle, la prise de décision réfléchie, la réduction du stress et augmenter la conscience des ressentis. Ça marchera pas en le faisant, 1 fois tous les mois. Par contre, si vous sentez l'envie, le besoin, voilà, de vous reconnecter à vos sensations de manière simple, vous pouvez très bien mettre, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps que l'habitude se forme, un petit, réveil, sur votre portable plusieurs fois par jour ou vous dire que vous faites un petit check-in en vous brossant les dents le soir ou le matin, enfin peu importe, en l'associant à autre chose que vous faites tous les jours et petit à petit, si vous le faites régulièrement pendant quelques semaines, vraiment votre capacité à ressentir ce qui se passe, elle va se développer, de manière folle. Voilà, donc ça, c'était le premier axe et le second axe, qui est souvent d'ailleurs là où on va directement, c'est, toutes, les techniques, les pratiques bien-être et tout ça et en fait, quand on fait pas tout ce travail de comprendre ce qui se passe avant, le problème, c'est que souvent ça peut agir comme un pansement, mais ça nous aide pas vraiment sur le long terme à améliorer notre rapport au stress. Genre, je vais faire un cours de yoga, oui, c'est vrai, je sens que je me sens mieux après, mais in fine, je sais pas trop comment actionner les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que, dans les pratiques, il va y avoir des pratiques qui vont vous aider à vous réguler à la baisse. Donc en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de savoir dans quel langage du stress vous vous trouvez, dans quel état. Si vous êtes dans l'accélérateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les 3 langages, qui étaient le combat, l'oubli de soi et la fuite, là, il va vous falloir des des techniques qui vont vous aider à baisser, l'activation de votre système nerveux pour vous apaiser, vous ancrer. Ça peut être des respirations, du sauna, de la pleine conscience, de l'ancrage, marcher dans la nature. Il y a plein de choses. Expérimentez, trouvez ce qui vous aide vous, mais c'est ce type de pratique qui va vous aider.
Et au contraire, quand vous êtes plutôt en hypoactivation, donc le frein immobilité, là, il va falloir des pratiques ou des choses qui vont vous activer à la hausse. Et ça peut être écouter une musique entraînante, vous dire, bah, là, je vais faire une activité stimulante, créative, quelque chose qui va vraiment remettre de l'énergie dans votre corps. Ça peut être de la danse, du mouvement, enfin voilà, plus de mouvement. Après, on pourrait passer des heures sur toutes les pratiques, évidemment. Donc là, je vous donne vraiment des pistes pour vous orienter, en fait, correctement. Et par contre, et là, je vais finir avec ça, il y a quand même des toutes petites choses qui peuvent permettre de vous libérer des tensions, peu importe dans quel état vous vous trouvez, qui sont très faciles. C'est, moi, mon préféré, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le shaking. C'est juste, commencer, vous pouvez le faire assis, le mieux, c'est si vous vous levez et vous bougez tout, c'est de bouger les bras, hop, vous remuez un peu comme ça, vous vous laissez aller, mais pas longtemps, pendant 1 minute. Et en fait, le shaking, ça vient imiter la réaction de récupération naturelle qu'on voit chez les animaux justement après un coup de stress. Souvent, ils bougent comme ça un peu dans tous les sens et ça leur permet de libérer l'énergie qui est stagnée dans leur système nerveux et de revenir, bref, dans un état de relaxation. Donc ça, vous pouvez le faire au boulot, vous pouvez aller aux toilettes et le faire caché si vous voulez, ça aide beaucoup. Il y a tout simplement le fait de faire un gros soupir. Ça, pareil, ça active le système de relaxation. Donc vous prenez une grande inspiration, un gros soupir, ça paraît bête, mais ça aide un petit peu et plus on le fait, en fait, plus ça va aider. Et si vous vous sentez très paralysé, très immobilisé, il y a tout simplement l'orientation, c'est, de regarder ce qui se passe autour de soi, dire: «Voilà, là, je vois une lampe, là, je vois un canapé, qu'est-ce que je sens?» Et en fait, ça permet de revenir un dans son corps petit à petit. Et tout ce qui est étirement des hanches et du psoas, qui est le muscle qui relie vos membres inférieurs avec votre tronc, qui est en fait le muscle qui s'active dès que vous êtes stressé. Donc ça, vous pouvez aller chercher sur internet, aller voilà, ça, tous les exercices autour des hanches et du psoas, ça va vous aider à libérer les tensions. Et je m'arrête ici. Super. Voilà. Merci. Oui, juste une petite dernière phrase. En fait, l'idée de tous ces exercices, c'est pas de vous sentir en sécurité à 100 dans votre corps, mais c'est vraiment de, voilà, de donner un espace pour se reconnecter à votre corps et en vous reconnectant à votre corps, à vos sensations, aux émotions qui ont été évitées ou dissociées, là, en fait, on commence vraiment à cultiver de la sécurité dans l'inconfort. Et là, maintenant, j'arrête. Je te passe la parole, Sybille. Merci. Merci Ingrid pour ces petites astuces. Oui, l'objectif des petites astuces, en fait, c'est de nous sortir du mode de survie. Hein. Parce que le mode de survie, hein, de ces différents états qu'on a vus, ça nous amène dans ce stress chronique et c'est la cause de beaucoup de Oui. troubles, hein, de maladies, etc. Donc, ces petites astuces, même si elles sont petites, légères, hein, en fait, c'est la clé quand même d'un bien-être général comme ça au quotidien. Donc, elles peuvent être la clé qui nous amène donc cette harmonie. Après, si on veut aller à la source, hein, c'est ça qu'on peut faire avec du theta healing, de comprendre pourquoi c'est là ces réactions. Donc là, on peut faire des changements en profondeur. Parce que les émotions, elles sont créées d'abord par les croyances. En fait, c'est l'esprit qui est la première chose qui agit. Donc l'esprit il crée une croyance. Cette croyance, si elle est négative, eh ben, c'est elle qui crée l'émotion. Donc c'est d'abord l'esprit, ensuite les émotions. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de travailler sur ces croyances qui font que dans certains états, ben, ça va pas du tout. Avec l'exemple que j'ai cité au départ, si on voit que l'amour c'est la prison, ben, on veut à tout prix éviter les relations amoureuses. Donc le corps fait des réactions pour les repousser. Ok, donc on va à la source. Donc du coup, pour comprendre pourquoi on réagit beaucoup par moment. Donc, il faut s'observer, hein, pour éviter d'en arriver là. Hein. Donc, si quelqu'un qui souffre de l'injustice, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des gens qui performent beaucoup, qui sont dans une action presque en permanence, en fait, parce qu'ils doivent prouver qu'ils sont capables, qu'ils agissent donc, qui font des choses avec de la qualité. Donc, ces gens-là, ils réussissent beaucoup dans la vie professionnelle, mais jusqu'à un certain niveau parce qu'ils sont pas toujours bons dans les relations sociales.
Et donc, ils sont dans cette énergie donc, de faire et le combat qui peut résulter est vraiment pas facile. Pas facile du tout. Et donc, comment on agit en profondeur? C'est en allant à la racine, donc aux croyances limitantes. Sur les blessures, je vous invite d'ailleurs à regarder la masterclass sur les blessures, parce que là, on est allé assez en profondeur hein, sur une typologie de croyances type. Ici, nous allons ouvrir quelques autres concepts. Par ailleurs, c'est oui, le concept de lutte. La lutte peut être un comportement qui vient donc de plusieurs sources, avec l'injustice par exemple, avec la trahison, hein, il y a ce comportement de lutte, avec l'énergie de manque aussi, hein. On va dans la lutte dans le sens, il faut travailler dur pour réussir. On nous a appris toute notre vie, hein, dès la jeune enfance, qu'il faut travailler, travailler. Mais carrément, pour nous, c'est normal que ça soit ainsi, hein. C'est la normalité. Donc, il faut comprendre pourquoi c'est comme cela, en fait, hein. Si on voit qu'on passe une vie à travailler et que c'est difficile, il faut se poser la question pourquoi c'est comme ça. Parce que si nos talents sont utilisés dans une direction, enfin, qui sont alignés avec nous et qui sont utilisés, ça doit être facile, hein, en réalité. Donc, il faut se poser la question si je travaille trop. Bon, ça peut être ça, ça peut être bien sûr plein d'autres choses, comme je dois être partout, je dois tout gérer, je dois éteindre tous les feux parce que je dois me sentir utile. Donc, parce que quand je suis utile, ben, je me sens aimée. Donc, ça peut provenir de là, hein. Là, on est un peu dans la direction de la blessure du rejet, hein, par ailleurs. Donc, plus je fais, hein, plus je suis aimée, plus je suis appréciée. Donc, parce que c'est pas assez juste d'être. Il faut que je sois dans l'énergie de faire, faire. Vous voyez? Hein, donc ça, il faut les identifier, hein, ces comportements, ils sont pas top, hein. Hein, on verra tout à l'heure je mettrai les croyances sur l'écran, donc pas besoin de noter, mais il y a des croyances de style, je dois me prouver, hein, je dois me prouver que je suis à la hauteur. Plus je fais, plus je suis valorisée. Je dois être utile pour être appréciée. Je dois agir carrément pour exister. Quand ça touche à l'existence, là, c'est les choses un peu plus lourdes. Hein, pour exister, je dois faire, je dois être vue. Vous voyez, je n'ai pas le droit sinon, hein. C'est comme quand un enfant, on ne le valorise pas et il n'a pas sa place, hein. C'est comme s'il n'a pas le droit d'exister. Donc, il faut qu'il fasse beaucoup. Donc, c'est cette utilité, ouais, c'est pas facile, hein, ça peut créer ce combat, hein. Donc, cette énergie de lutte. Au-delà de la lutte, on peut être carrément dans la souffrance, hein, d'être habitué. Bah, plus je souffre, plus j'évolue. Ou il faut souffrir pour évoluer. Donc, même si c'est certainement quelque part vrai, hein, donc quand on souffre, on évolue, hein, le monde, il est fait comme ça. Donc, mais il faut comprendre si je crée une réalité où je souffre parce que j'ai appris toute ma vie, hein, que c'est ainsi, mes parents étaient comme ça, hein, mes grands-parents, pareil, ils avaient une vie, hein, de galère, de souffrance. Donc, évidemment, tout ça, ça s'enregistre au niveau des gènes. Donc, on n'a pas parlé de cela, mais les croyances, bien sûr, hein, elles peuvent être au niveau donc, de l'enfance, mais aussi génétique. Hein, il y a beaucoup d'études scientifiques maintenant hein, qui prouvent que déjà que les traumas se transmettent de génération en génération, c'est prouvé jusqu'à 3 générations hein, par les études de la psychologue de l'hôpital Mont Sinai qui s'appelle Rachel Yehuda, donc Rachel Yehuda, Yehuda. Et donc les croyances, pareil, bah, ça va dans les gènes. Donc nos comportements, ils peuvent être influencés par nos gènes. Donc si toute une lignée familiale, on est dans la souffrance et dans la lutte, hein, je peux être habituée à fonctionner ainsi. Donc et à voir la vie bah, comme quelque chose de dur. Hein, la vie est difficile, la vie est une souffrance. Donc si on est dans ça, il suffit de se poser pour comprendre pourquoi. Donc il faut se poser la question. Il faut trouver donc les croyances racines. Et à la place, bah, on peut apprendre bah, que la vie est une aventure, que seul le chemin compte, parce que de toute façon, c'est toujours une question de attitude, enfin, donc de croyance, hein, qui génère donc les attitudes. Ou le concept du sacrifice. Donc, je me sacrifie, je sacrifie ma vie professionnelle pour avoir une vie familiale réussie. Parce que je ne peux pas avoir l'un ou l'autre. Ça c'est le concept de je ne peux pas tout avoir.
Hein. Je ne peux pas avoir l'amour et l'argent en même temps. Hein. Je dois me dévouer à cette relation et donc je mets de côté ma carrière. Hein, ça aussi, pour les femmes, c'est très commun, hein, sincèrement. Hein. Je dois tout donner à ma famille. Je n'ai pas le droit, hein, de réussir, hein, dans la vie professionnelle. Hein, donc, du coup, je ne mets pas une priorité. Je ne le décide pas. Hein, parce que souvent, la réussite est une question de décision. Donc, il faut comprendre que nous sommes donc décisionnaires. Mais quand on a des choses qui bloquent au niveau du subconscient, ben, on est incapable de prendre des bonnes décisions. C'est là que ça peut décoincer, en fait. Euh, des choses quand on fait ce travail. OK, eh ben, pareil avec l'argent. On a tous, hein, des croyances limitantes sur l'argent. D'ailleurs, il y a une masterclass là-dessus si vous voulez détailler apprendre plus sur le sujet. Donc, juste très brièvement, donc quand on voit l'argent comme quelque chose de difficile à avoir, que c'est une ressource limitée aussi, que c'est quelque chose de peut-être de mauvais, de sale. Hein. Même quand on veut de l'argent, on peut penser que l'argent est mauvais. Moi, j'ai grandi avec ça. Donc, je retenais rien dans une vie où ça venait à moi très facilement, mais je m'en foutais. Donc, il fallait comprendre que l'argent a de la valeur, hein, qu'on peut faire de bonnes choses aussi avec l'argent. Ça paraît évident, mais quand on est formaté que c'est mauvais, ça vient pas à soi, ça nous met dans une énergie de combat. Hein, c'est difficile pour moi de faire de l'argent, c'est impossible pour moi de réussir avec mon activité, etc. Donc, ça met donc cette énergie donc de survie. Voilà. Donc, là, une autre source de travail. Et après, donc, je vais citer un dernier exemple, parce qu'il y a en fait tellement de choses, mais parlons donc de tout ce qui est regret et ressentiment. Hein, l'énergie de regret. Hein, ça peut nous mettre dans une attitude coincée. Donc, quand je dis regret, par exemple, j'ai été dans une mauvaise relation pendant des années, un mauvais mariage. Hein, ce mauvais mariage fait que j'ai raté ma vie. Et maintenant, c'est trop tard. Je suis coincée. Donc, ici, au niveau du subconscient, c'est fini pour moi. Donc, et je regrette tant, hein, d'avoir fait cela, c'est fini. Et donc, cette énergie de regret nous met dans une immobilité. En fait, ça nous arrête, donc ça nous met, hein, dans cet état, hein, du coup, c'est trop pour moi, c'est fini, j'arrête. Ok. Donc les regrets, c'est une source de indirecte, hein, on se rend souvent pas compte, hein, que c'est ainsi. Hein, mais ça peut nous mettre dans cette énergie d'arrêt et d'immobilité. Donc c'est comme une insatisfaction en permanence. Aussi, on a passé des années, hein, à construire une carrière et que cette carrière ne nous intéresse plus, hein, on ne se sent pas valorisé ou ça ne correspond plus à notre âme, on peut se dire, mais si j'ai raté ma vie, c'est parce que c'est trop tard pour moi. Je ne peux pas me reconvertir, j'ai raté mes chances, c'est difficile, etc. Et là, ça nous immobilise et ça nous met dans un état de stress parce qu'on est insatisfait. Donc, l'insatisfaction, ça génère les doutes, les peurs, hein, le stress. Donc, il faut s'observer, hein, dans ces moments-là. C'est ça, hein, c'est ça la clé de l'évolution, de s'observer. Après, il suffit de travailler sur soi. Hein. C'est pas très difficile, hein, de faire ce travail. On va d'ailleurs faire quelques tests musculaires maintenant sur les choses qu'on a vues pour voir si on a telle ou telle croyance. Donc, je vais mettre des croyances à l'écran, OK? Et on va faire des tests musculaires. C'est des idées. D'ailleurs, je vais d'abord vous montrer comment on fait les tests musculaires si jamais vous ne connaissez pas. Mais donc, ces croyances, c'est juste des idées, des directions. Hein. Les croyances, évidemment, ça dépend de chaque personne, des mots que l'on utilise. Donc, il faut après tester soi-même avec aussi ses propres paroles. Alors, je vais vous montrer juste les tests musculaires quand on ne connaît pas. Je m'éloigne un petit peu. Donc, le corps, il penche naturellement vers l'avant pour le oui et vers l'arrière pour le non. Donc, il nous montre nos croyances. Il ne nous montre pas du tout la vérité. Il nous montre juste nos croyances. OK? Donc, je ferme les yeux et je dis oui, oui. Voilà, mon corps va vers l'avant. Ensuite, je dis non, non. Voilà, là, c'était un peu plus lent. Donc, il faut apprendre. Maintenant, je vais juste tester mon prénom. Je m'appelle Sybille. Voilà.
et mon corps va vers l'avant pour confirmer que c'est ce que je crois. D'accord? Donc, le corps montre juste les croyances. Encore une fois, il ne montre pas la vérité, hein, et on va pas venir tester telle ou telle personne m'aime bien parce que donc, on va juste tester nos croyances. Si nous, on pense qu'on nous aime bien. D'accord? Donc, testez pas d'autre chose que vos propres croyances. Alors, on va se lever tous maintenant. OK. Et on va faire quelques tests musculaires. Voilà. Sur ces... Est-ce que vous voyez mon écran d'ailleurs maintenant? C'est bon. OK. Sinon, Ingrid, tu me diras si jamais on ne voit pas. Alors, donc, sur le concept de lutte, on va... Donc, non, d'abord, on teste les oui, oui et les non, non. Donc, pour tester, donc, on se met debout. OK. On a les yeux fermés et on prononce à haute voix, pas fort, juste à haute voix. On ferme les yeux et on dit oui, oui ou juste oui. Ok, très bien. Et maintenant, on va tester en disant non, non ou juste non. Ok. Et maintenant, on va tester avec votre prénom. Je m'appelle et vous finissez avec votre prénom. Ok. Et faites avec un autre prénom qui n'est pas le vôtre. Très bien. Vous testez tous très bien. Ok, hein, 99% des gens testent très bien, hein. Après, il y a des exceptions. Donc, sur le concept de lutte, on va commencer. Donc, il faut travailler dur pour réussir. Ok. Il faut se battre pour réussir. Ok. La vie est difficile. La vie est un combat. Je dois souffrir pour évoluer. Ok, on est dans le concept de la souffrance. On continue. Plus je souffre, plus j'évolue. Ok, plus je souffre, plus j'apprends. Et la vie est une souffrance. Ok. Alors, on va continuer avec le besoin d'être utile, l'énergie de faire. Je dois me prouver. Je dois prouver être à la hauteur. Ok. Plus je fais, plus je suis valorisée. Je dois être utile pour être appréciée. Et je dois être utile pour avoir le droit d'exister. Ok. Je dois faire pour exister. Je dois agir pour être vue. Ok. Et maintenant, on va continuer avec l'immobilité. Je dois plaire à tout prix, enfin, ou l'oubli de soi. Ok. Alors, si je provoque un conflit, je ne suis pas aimée. Si je frustre quelqu'un, je ne suis pas aimée. Ok. Si je suis rejetée, je suis insuffisant. Ok. Alors, on continue. Je ne dois pas faire de vagues.
Et ça me protège d'être invisible. Je suis en sécurité à être invisible. Ok, on a quelques croyances sur l'argent. Il faut sacrifier sa vie pour faire beaucoup d'argent. Ok, il n'y a pas assez d'argent pour tous. L'argent est limité. C'est mal d'avoir de l'argent. L'argent est sale. C'est égoïste de faire beaucoup d'argent. Ok. Maintenant, on va aller sur le concept, je ne peux pas tout avoir. Alors, je ne peux pas réussir ma vie professionnelle et avoir une vie familiale épanouie. Ok. Je peux gagner plein d'argent et avoir une famille en même temps. Ok. Alors, je peux avoir l'amour et la réussite en même temps. Il est impossible de réussir et de profiter pleinement de la vie. Ok. Et on va finir avec les regrets. Là, c'est juste un exemple. J'ai foiré ma vie avec ce mariage, cette relation, ce métier. Donc, vous pouvez compléter comme bon vous semble. J'ai foiré ma vie avec. Ok. Ok. Alors, on va continuer. J'ai raté ma vie. Ok. J'ai raté ma chance d'être heureux ou heureuse. On va tester donc. J'ai le droit au bonheur. C'est trop tard pour moi pour réussir. C'est trop tard pour moi de me reconvertir. Et c'est difficile de se reconvertir. Ok. Et on peut venir se rasseoir. Si vous voulez, je vous laisse faire des captures d'écran, des croyances. Là, je commence ici avec la première page. Ok. Et je continue. Voilà. Et voilà. OK. Et je vais arrêter la capture, le screen sharing. OK. Donc, c'était juste des exemples, encore une fois. Donc, les croyances, ça dépend des mots que vous utilisez, mais ça vous donne des directions de travail si déjà vous savez comment travailler sur vous, ou des directions de travail si vous prenez des séances individuelles. OK. Alors, donc, avec le Theta Healing, ben, en fait, on peut agir sur soi si on est formé. Donc, en deux mots, on peut se former en Theta Healing avec déjà le premier niveau, le niveau de base, en 2 jours et demi, c'est en général les week-ends. On apprend les bases pour faire ce travail sur soi, donc pour devenir autonome, en fait, dans les libérations. On peut bien sûr avoir recours à quelqu'un, à un praticien qui fait ça, donc qui vous aide à identifier les croyances et qui les libère hein, dans un travail qui, en général, prend 1 heure 15 par séance, mais il faut faire plusieurs séances par sujet pour installer des changements en profondeur.
Pour que ça soit un travail en profondeur, c'est petit à petit qu'on fait des changements qui après changent les comportements, hein. Donc, il faut quand même quelques séances. D'où l'intérêt aussi des formations, hein, pour apprendre à faire ça sur soi-même. La plupart des gens font les 4 premiers niveaux, hein, qui donnent l'aisance, qui ensemble, ça fait 9 jours de formation, mais on est à l'aise donc, pour pratiquer, hein, quand on a fait les 9 jours de formation. Hein, sachant que donc j'ai créé le pack de formation pour cette raison, parce que la plupart des gens ils vont jusqu'aux 4 niveaux et donc c'est assez intéressant. Donc pour les prochaines dates, l'ADN de base, donc le premier niveau, ça se passe le deuxième week-end de avril. OK. Donc, je vais noter les dates. Oui, c'est du 12 au 14 avril, le week-end. Sinon, il y a Manifestation Abondance, hein, les 20 et 21 avril. Hein, c'est une formation que j'adore parce que c'est une formation qui vise le futur. Et donc, on prend le temps pour définir nos objectifs. Et une fois qu'on a défini les objectifs, on essaie de voir quels sont les blocages pour atteindre ces objectifs. Et on fait donc de la libération, hein, de ces blocages, dans l'entêtat en utilisant plein d'astuces, hein, plein de techniques. Donc, mais il faut avoir fait, hein, d'abord donc il faut être formé en Theta Healing. Il faut avoir fait les 3 premiers niveaux avant d'aller sur Manifestation Abondance, hein, parce que c'est un peu plus avancé. OK. Donc, voilà comment on peut travailler à la base, hein, donc à la source, à la racine, pour venir donc libérer, hein, ce qui crée ces automatismes, qui sont donc après, qui mettent trop de stress ou qui nous mettent dans ce mode de survie duquel il faut sortir. Alors, Ingrid, je te laisse toi expliquer aussi ce que tu proposes, donc un programme de auto-coaching sur le système nerveux. Oui, exactement, merci beaucoup. Je lance en avril un programme d'auto-coaching. C'est un programme de 28 jours avec une mini leçon par jour. L'objectif, c'est d'apprendre à réguler son système nerveux et avancer avec confiance. Donc, c'est autour de 4 piliers: la régulation du système nerveux, développer son agilité émotionnelle, une partie mindset et après de mise en action. C'est donc ça mixe coaching et bien-être, en fait, comment articuler tout ça. Je me suis rendu compte que c'était des sujets qui revenaient tout le temps en coaching et donc plutôt que de faire des séances individuelles, plein de séances individuelles à chaque fois avec tout le monde, j'avais très envie de rendre, en tout cas, ça accessible parce que pour moi, c'est vraiment la base, en tout cas en termes de coaching. Pour après, se déployer et c'est beaucoup plus facile, quand on voilà, quand on arrive à appréhender le stress, à se sentir en sécurité, d'avancer, de déployer ses ailes, de donner vie à ses envies. Donc c'est ça qui m'anime et donc il y a ce programme. La première équipe, comment dire? Le premier round qui part, en avril et du coup, vu que c'est la première édition, ce sera vraiment un tarif, très avantageux et en construction et après de toute façon, les personnes qui partent, avec moi sur cette première version, elles auront accès aux versions, suivantes. Voilà. Ce que je peux faire, c'est que je peux juste vous mettre, mon Instagram et le lien un peu qui lie tous mes liens. Je sais pas, j'ai une newsletter où je parle beaucoup de coaching. En ce moment, il y a un jeu concours justement pour gagner une place dans le programme jusqu'à ce soir minuit sur Instagram. Il y a une liste d'attente si jamais ça vous intéresse, où il y aura des avantages exclusifs. Bon bref, je vous mets ça peut-être dans le chat si jamais ça intéresse certains d'entre vous. Comme ça, vous saurez où trouver les infos. Vous pouvez aller évidemment m'envoyer des messages, sur Instagram et voilà. Et après sinon, je fais du coaching de vie, plus classique, avec des séances individuelles. Voilà. C'est super. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Ingrid, il est très utile en fait. Il y a des astuces au quotidien, hein, pour se sentir mieux. Il est très intéressant, très poussé son Instagram, j'aime beaucoup. Et jusque ce soir, il y a ce concours, hein. Donc vous pouvez profiter, hein, éventuellement de gagner le programme. OK? OK. Alors donc, on a couvert notre programme d'aujourd'hui avant la partie méditation. Donc l'objectif, donc on va dépasser d'une quinzaine de minutes.
Je sais que notre temps est cher et que c'est le soir. Si vous voulez vous déconnecter, il n'y a vraiment aucun problème, hein, puisqu'on a dépassé d'une quinzaine de minutes avec aussi le retard dans le début. Mais donc, si vous pouvez rester, on peut profiter de cette énergie de groupe qui est toujours puissante quand on fait les libérations. Donc, sur les croyances qu'on a vues, on va faire la libération maintenant. Nous allons libérer ce que votre subconscient est prêt à lâcher déjà. Hein, parce que quand on fait des séances, on voit que certaines choses, on peut lâcher, hein, parce qu'on est prêt. Sur d'autres choses, on s'accroche parce qu'il y a une utilité. À chaque comportement limitant, il y a une utilité. Donc, c'est ça qu'on apprend à faire, soit en formation ou en séance. Donc, mais les choses pour lesquelles vous êtes prêt, hein, ça peut être donc libéré, hein, si vous allez tout simplement dans un état de méditation. Donc, quand vous êtes formé, vous pouvez aller dans l'état θ, hein, dans les ondes θ. Si vous n'êtes pas formé, déjà, vous allez aller dans les ondes alpha, où il y a un début de reprogrammation dans ces ondes. OK? Donc, ce qui est bon à être libéré dans ces moments, bah, c'est bon à être pris. OK? Ça apporte du soulagement, hein, et du bien-être. OK? Donc, on peut s'installer confortablement. Si vous voulez couper les caméras pour la partie méditation, sentez-vous à l'aise. OK? Et on va profiter donc de cette belle énergie de groupe, hein, pour libérer, hein, ce qu'on a pu identifier déjà comme bloquant. OK. Voilà, installez-vous. Et on va commencer. Nous allons faire la libération de croyances limitantes pouvant peser sur votre système nerveux et pouvant réduire votre fenêtre de tolérance dans vos réactions quotidiennes. Donc l'objectif, c'est de vous permettre d'avancer dans la vie avec confiance et sérénité, libre de stress. On s'installe confortablement. Et on va commencer avec une respiration profonde. Centrez-vous dans votre cœur. Pour commencer, imaginez l'énergie monter par la plante des pieds, du centre de la terre jusqu'à votre tête, sous la forme d'une merveilleuse boule de lumière. Vous êtes dans cette boule. Prenez le temps de remarquer sa couleur. Imaginez que vous vous élevez au-dessus de l'univers avec votre boule de lumière. Vous entrez dans la lumière au-dessus de l'univers. C'est une grande et merveilleuse lumière. Vous traversez cette lumière et vous voyez une autre lumière, puis une autre et encore une autre. En fait, il y a plein de lumières éclatantes. Aussi, continuez pour voir maintenant une immense lumière dorée. Traversez-la. En la traversant, vous verrez une énergie épaisse de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous y pénétrez, vous voyez qu'elle change de couleur et de forme. Et plus loin, il y a une lumière blanche scintillante. Elle est d'une couleur nacrée comme une perle. Dirigez-vous vers cette lumière. En vous approchant, vous allez peut-être voir une lumière rose. C'est la compassion et elle vous poussera vers l'endroit particulier. Donc, vous verrez que la lumière blanche scintillante, elle est sous forme de rectangle comme une fenêtre. C'est l'ouverture vers l'énergie de création.
traverser la fenêtre maintenant. Il n'y a que de l'énergie ici. Laissez l'énergie pénétrer tout votre espace. Sentez-la. Elle semble légère, mais elle a une essence. Vous pouvez la sentir vous traverser. C'est comme s'il n'y a plus de séparation entre votre propre corps et l'énergie. Vous devenez l'énergie de création. C'est ici que vous pouvez créer dans tous les aspects de votre vie. Et voilà, nous allons commencer les libérations. Pour chaque libération, vous pouvez la laisser entrer dans votre espace en l'écoutant tout simplement. Et vous pouvez également dire oui en silence pour l'accepter. La première chose, c'est de demander à l'univers de vous libérer de toutes les perceptions limitées que vous avez sur l'énergie de combat, sur le fait qu'il faut se battre pour réussir. On libère les perceptions de cette vie, les perceptions limitées des générations précédentes, et on libère les perceptions qui proviennent des vies passées. On demande à l'univers de libérer tout cela maintenant. On ressent la libération s'opérer. Vivez la libération. Et maintenant, on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance qu'il faut se battre pour réussir, que pour réussir, il faut que ça soit difficile. On libère cela maintenant. Et on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance qu'il faut travailler dur pour réussir, que pour réussir, il faut traverser des obstacles. On libère cela à tous les niveaux, au niveau de base, au niveau des croyances génétiques, au niveau des vies passées et au niveau de l'âme. Et maintenant, on demande à l'univers de vous apprendre que vous pouvez réussir avec facilité, que l'alignement de vos actions avec vos talents vous amène à réussir sans effort et avec une vraie fluidité. On demande à ce que l'on vous apprenne à ressentir à travers votre cœur ce que l'on ressent à réussir facilement et avec aisance. Et on vient maintenant déblayer toute perception limitée sur la souffrance. On libère qu'il faut souffrir pour évoluer et qu'au cours de cette vie, vous êtes censé souffrir. On libère cela maintenant. Ressentez la libération. Et on libère en même temps toute croyance que la vie est difficile, que la vie est une souffrance. À tous les niveaux, on fait la libération et on demande à l'univers de vous enseigner que la vie est une aventure, qu'au cours de cette vie, vous évoluez en harmonie, avec douceur. On vous apprend ce que l'on ressent à évoluer avec douceur et en harmonie,
à percevoir la vie comme une aventure remplie de joie. Et maintenant, on va vous libérer à tous les niveaux de toute perception qu'il faut passer par l'action pour se prouver, hein, qu'il faut donc prouver être à la hauteur. On libère cela et on profite pour nettoyer toute croyance à tous les niveaux qu'il faut être utile pour être aimé. On libère qu'il faut être utile pour exister. On nettoie ça à tous les niveaux. Et à la place, on va demander à l'univers de vous enseigner que vous avez de la valeur indépendamment de vos actions, que vous êtes aimé pour qui vous êtes et qu'il suffit simplement d'être vous-même. On vous apprend que vous êtes vu et apprécié pour qui vous êtes, tout simplement. On ouvre grand le cœur pour ressentir ce que cela fait d'être aimé et apprécié pour qui vous êtes. Ressentez ces nouvelles croyances remplir votre espace. Et maintenant, on va libérer à tous les niveaux toute croyance qu'il faut plaire à tout le monde, qu'il ne faut pas faire de vagues, qu'il faut éviter les conflits pour être apprécié. On libère tout cela, en même temps on nettoie que c'est sécurisant d'être aimé. On demande à l'univers de vous apprendre que vous êtes en sécurité, à être visible, et on ouvre grand le cœur pour ressentir ce que cela fait d'être vu et visible et être en sécurité en même temps. Cela fait du bien. Et maintenant, on libère qu'il faut à tout prix être arrangeant et bienveillant. On vous apprend à la place que vous avez le droit de tout simplement être vous-même à chaque instant. On vous apprend que vous avez le droit de vous affirmer et de dire non et de vous sentir en sécurité en même temps. Voilà, on vous apprend ce que l'on ressent être en sécurité en étant tout simplement vous-même. Et il est temps maintenant de demander à l'univers de vous libérer de toute perception limitée. Vous avez sur l'argent des perceptions de cette vie, des générations précédentes, hein, de toutes les conceptions génétiques concernant donc l'argent. On vous libère de tout cela maintenant. On vous apprend que l'argent est une ressource illimitée. On vous libère donc que c'est dur d'accéder à l'argent, que c'est difficile de gagner de l'argent. On libère cela à tous les niveaux. Et on vous apprend à la place que l'argent est une ressource neutre, une ressource facile d'accès et que vous pouvez utiliser cette ressource avec bienveillance dans tous les aspects de votre vie. On vous apprend que vous avez toutes les capacités à faire de l'argent, à faire plein d'argent. Et on demande à l'univers de venir vous apprendre ce que c'est la vraie abondance financière selon la définition de l'univers. Ouvrez grand votre cœur
pour ressentir ce que cela fait d'être dans l'abondance financière. Ressentez ce que cela fait d'être capable de faire plein d'argent. Vivez cela. Ressentez, ressentez-le à travers le cœur. Et on vient maintenant vous apprendre à tous les niveaux que vous pouvez tout avoir, que vous pouvez avoir une vie professionnelle réussie et une vie familiale épanouie en même temps, que vous pouvez donc réussir pleinement et avoir l'amour en même temps. On vous apprend ce que l'on ressent à avoir l'amour et l'argent en même temps. On ouvre grand le cœur pour le ressentir. On ressent ce que cela fait d'être épanoui dans tous les aspects de votre vie. Et maintenant, on apprend ce que l'on ressent à profiter pleinement de la vie, à réussir et à profiter en même temps. Et nous allons maintenant passer au regret. On va mettre l'intention de vous libérer de tout regret qui vous garde dans un état d'insatisfaction, qui vous maintient donc coincé dans le passé. On demande à l'univers de vous libérer de ces regrets maintenant et de vous apprendre qu'il est toujours possible de continuer sa vie, de refaire sa vie à chaque niveau que vous souhaitez. Ouvrez grand le cœur pour ressentir qu'il est facile de changer chaque aspect de votre vie et qu'il suffit de prendre la décision pour y arriver. On demande à l'univers de vous apprendre à tous les niveaux. J'ai le pouvoir sur ma vie. Je suis le créateur de ma vie. J'ai un droit inné de vivre dans l'abondance. Je vis dans l'harmonie. Ouvrez grand votre cœur pour ressentir tous ces changements s'opérer pour une toute petite dernière minute. Et voilà. Nous allons maintenant revenir doucement, chacun dans son espace. Appropriez-vous la sensation d'être de nouveau dans votre corps, dans votre espace. Et on va s'enraciner en visualisant l'énergie qui monte du centre de la terre par les pieds jusqu'à votre tête en ouvrant tous les chakras au passage. Et voilà. Quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir et ouvrir les yeux. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été là.